Bonsoir, donc je m'appelle Gabriel Stoll, ce n'est pas moi qui parle ce soir, mais je suis là pour vous présenter l'intervenant de ce soir, Gilles Villemard de l'Université de Genève. Avant qu'il ne commence sa conférence, je vais juste resituer cette conférence grand public dans le cadre d'un trimestre qui se passe ici, à l'Institut Henri Poincaré. Donc c'est 3 mois de recherche où un certain nombre de personnes, ici, quelques chercheurs ici présents notamment, on va travailler sur les dynamiques stochastiques hors d'équilibre en physique statistique, c'est-à-dire qu'on va prendre plein d'agents d'interaction. Ça peut être des piétons, ça peut être des atomes, ça peut être des étoiles. Ils vont interagir 2 à 2 et de leurs interactions individuelles va naître un phénomène collectif qui va pouvoir se décrire par une équation qu'on va chercher à résoudre, enfin déjà qu'on va chercher à trouver puis qu'on va essayer de résoudre. Donc aujourd'hui, la première conférence, il va y en avoir 3 sur le trimestre. La première conférence va s'interroger, enfin va vous faire découvrir un petit peu les méthodes numériques qui ne sont pas juste un outil, qui sont un vrai champ scientifique en soi, qui est passionnant, je trouve. Bon, évidemment, c'est mon pain quotidien, donc je vais défendre ma chapelle, mais qui sont passionnants et qui, et le pari était de vous faire trouver, enfin de vous faire acquérir par un exposé quelques notions de ce qu'une méthode numérique peut faire, peut pas faire, et puis en quoi c'est un champ plein d'aventures scientifiques. Donc voilà, donc je laisse la parole à Gilles Villemard de l'Université de Genève, qui va vous raconter ça. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux de faire cette présentation grand public. Je vais faire de mon mieux pour essayer de partager ma passion, notre passion de mathématicien pour les méthodes numériques. Alors, le but de cette présentation, c'est de vous montrer quelques grands enjeux de l'analyse numérique et des méthodes numériques d'un point de vue mathématique. Et je vais vous présenter un certain nombre de simulations qui sont choisies simples relativement pour être aussi reproduites par tous les curieux à la maison, sans danger, sans modération. Donc je donnerai à la fin quelques références pour trouver quelques exemples de code numérique que vous pouvez faire. Alors, je commence par un premier exemple de simulation numérique, donc, qui est le système solaire. Alors ici, le système solaire simplifié. Je considère les 3 astres les plus massifs du système solaire, la Terre, Jupiter et Saturne. Et on considère la question comment étudier l'évolution au cours du temps du système solaire. Donc c'est une question qui est souvent d'actualité. Déjà, la semaine dernière, il y a un astéroïde qui a frôlé la Terre, enfin frôlé relativement, il était quand même à presque 2 millions de kilomètres, mais il faisait quand même plus d'1 kilomètre de diamètre. Et donc la question, c'est comment on fait pour simuler ce genre de système au cours du temps. Alors je vous montre tout de suite une formule horrible. Donc pour l'instant, il ne faut pas essayer de comprendre cette formule, elle va devenir plus claire dans les minutes qui vont venir. Mais essentiellement, chacun des corps a une certaine masse, M0, M1, M2. Chacun a une position, Q0, Q1, Q2 pour les 3 corps. Et puis chacun a une quantité de mouvement qui est reliée à la vitesse. Et en fait, pour modéliser le comportement de ce système, on peut utiliser une équation différentielle. Alors j'expliquerai ce que ça veut dire après. Regardez pour l'instant pas le bas. Mais je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qui se passe en pratique si on utilise une méthode numérique pour résoudre ce système. Alors je vais commencer par vous montrer une mauvaise méthode numérique, ce serait, disons, la méthode numérique la plus simple. Et si on regarde qu'est-ce qui se passe au cours du temps, donc vous avez le temps qui s'écoule en jours terrestres. Et ici, vous voyez, donc, dans cette simulation, les planètes spiralent vers l'extérieur. Ce n'est pas du tout le comportement qui se produit actuellement. C'est un résultat complètement faux. Donc si on choisit une mauvaise méthode numérique, on peut avoir un résultat complètement faux. Alors je peux vous montrer une autre méthode. La première méthode, je l'appellerai méthode 1, méthode de l'air explicite. Maintenant une autre qui s'appelle la méthode de l'air implicite. On a aussi les planètes qui spiralent, mais cette fois-ci c'est même encore pire parce qu'elles spiralent vers l'intérieur. Et puis bientôt il y a Jupiter qui va s'écraser dans le Soleil. Donc ça aussi, on est d'accord, ce n'est pas ce qui va se produire dans les prochaines années. Enfin. Alors en plus, là, il a été éjecté complètement à cause d'une erreur d'arrondi. On a presque divisé par 0. Et si maintenant on utilise une bonne méthode numérique pour ce problème,
Eh bien, cette fois-ci, on a un bon comportement. On voit que les planètes restent bien sur leur orbite. Et donc, dans cet exposé, j'aimerais vous montrer comment choisir justement une bonne méthode numérique pour ce genre de système. Et on verra que c'est le même genre d'outil qui peut intervenir aussi pour simuler le comportement de la matière à l'échelle moléculaire ou atomique, même si les problèmes ne sont pas du tout de même nature. Alors pour expliquer d'où vient ce système, on va faire un saut dans le temps. On revient au 1er janvier 1600, où le jeune astronome Kepler doit fuir Graz parce qu'il est persécuté, parce qu'il ose penser que les planètes tournent autour du Soleil. C'était mal vu à l'époque, la théorie copernicienne. Et donc il s'installe à Prague pour devenir le nouvel assistant de Tycho Brahe, un astronome bien établi. Donc vous voyez ici, je crois que ce portrait date de 1610. Donc bon, je pense que c'était la mode à l'époque, les grandes moustaches comme ça. Il ne faut pas y voir une école de moustaches. Et alors, Tycho Brahe était très doué dans ses observations. Il faisait des observations très précises. Il avait compris le mouvement de beaucoup de planètes. Mais il y a une planète qui échappait vraiment à sa compréhension, c'était la planète Mars. La planète Mars, il n'arrivait pas à prédire son comportement, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et alors il a demandé à Kepler, comme premier travail, de comprendre le mouvement de cette planète apparemment sans l'avertir de la difficulté de la tâche. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe pour la planète Mars? En fait, la planète Mars a une trajectoire très aplatie, en fait elliptique. Et il se trouve que c'est la planète du système solaire juste après Mercure qui a une trajectoire elliptique la plus aplatie, qui a la plus grande excentricité. Et donc, si on utilisait un modèle avec une trajectoire purement circulaire, comme par exemple pour Vénus, qui a une trajectoire presque circulaire, comme voulait le faire Tycho Brahe, ça ne marche pas du tout pour Mars. Et donc après 6 années de travail, où Kepler travaillait essentiellement sur les observations de Tycho Brahe, il paraît que Kepler avait une très mauvaise vue, mais il travaillait sur les relevés faits par Tycho Brahe, et c'est aussi ses assistants. Et donc il a énoncé les 3 lois de Kepler, qu'il a publiées après 6 années de travaux. Donc voilà les 3 lois de Kepler. Donc la première loi, c'est que les planètes ont une trajectoire elliptique. Donc ici, on représente en jaune le Soleil, et puis ça, en rouge, c'est la trajectoire de la planète qui se promène sur l'ellipse, où le Soleil serait un foyer, et on aurait ici un autre foyer qui ne correspond pas à un corps en particulier. La deuxième loi de Kepler, qui est assez étonnante, c'est la loi des airs. La loi des airs dit que si on considère la planète en un point P1, et puis qu'on attend une certaine longueur de temps, elle va balayer ici une certaine surface grisée. Et si on fait la même chose à un autre moment pendant la même durée, il va balayer une autre surface grisée, il se trouve que ce sera toujours exactement la même aire. C'est-à-dire que l'aire balayée est toujours constante. D'où la loi des airs. Et la dernière propriété relie la longueur du demi-grand axe de l'ellipse avec la période de révolution. Et ce qui est assez étonnant, c'est que justement cette quantité-là est constante, quel que soit le corps, quelle que soit la planète qui tourne autour du Soleil. Alors en fait, on verra après que les trajectoires ne sont finalement pas exactement des ellipses parce qu'elles subissent des perturbations à cause des autres planètes, mais ce serait purement des ellipses s'il n'y avait que le Soleil et ces planètes-là, et puis pas d'autres perturbations, type relativité générale, etc. Donc les travaux de Kepler ont ensuite inspiré Newton, qui a introduit la loi de gravitation universelle, qui est souvent représentée avec une pomme qui lui tombe sur la tête. Donc évidemment, on ne faisait pas ce genre de représentation à l'époque. Et alors, dans son ouvrage ici, Principia Mathematicae, il publie la loi de gravitation universelle qui dit que les corps s'attirent mutuellement avec des forces opposées
proportionnel à l'inverse de la distance au carré. Donc ici, on divise par la distance au carré. Et proportionnel au produit des masses de chacun des corps. Et bon, G ici, G, la constante de gravitation universelle. On en reparlera après. Alors, la formule n'apparaît pas telle qu'elle dans l'ouvrage. C'était avec les notations de l'époque. Et en fait, Newton, en étudiant la deuxième loi de Kepler, la loi des airs, a proposé une preuve géométrique très élégante de la loi des airs. Et vous allez voir qu'elle correspond aussi à une méthode numérique, qui est justement la méthode numérique qui marchait bien tout à l'heure. Alors, l'idée en fait qu'utilise Newton, donc ici vous voyez un extrait de la figure de Newton dans son ouvrage Principia Mathematicae, dans le premier livre. Et ici un agrandissement avec les mêmes notations. Donc ici on a S qui représente le Soleil, et on imagine qu'initialement notre planète est située en A. Alors l'idée c'est de faire agir le Soleil avec sa force d'attraction, pas de manière continue, mais de manière sous forme d'impulsion à des intervalles réguliers de temps. Donc au départ on imagine qu'il n'y a aucune force qui s'applique sur la planète. Du coup elle va avancer avec une vitesse constante et une trajectoire rectiligne jusqu'en B, si le Soleil n'était pas là. Ensuite, quand elle arrive en B, si la planète continue à ne subir aucune force, elle continuerait ici jusqu'en petit c. Mais ici, quand elle arrive en B, elle subit une impulsion de force, donc qui est dirigée dans la direction du Soleil. Donc ici, c'est ce petit vecteur, cette petite flèche rouge. Et cette impulsion de force va modifier la direction de la vitesse de la planète, le vecteur vitesse, et qui va devenir une combinaison de sa vitesse initiale et cette impulsion de force. Donc du coup, on obtient une nouvelle direction de vitesse ici, avec cette flèche noire, ce vecteur BC. Et ensuite, la planète avance de B en C. Et ensuite, on continue comme ça, de manière répétée, de manière itérative. Et en fait, Newton a démontré que si on regarde ici les triangles SAB, ensuite SBC, SCD, SDE, etc., tous ces triangles ont exactement la même aire. Et on peut démontrer ça avec quelques arguments géométriques finalement assez rapides. L'ingrédient principal, c'est de connaître l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, on commence par regarder les triangles SAB et SBC. Ces deux triangles ont pour base AB ou BC, et ces deux bases sont égales en longueur. Donc en fait, ils ont exactement la même aire. SAB et SB petit c ont exactement la même aire. Ensuite, on remarque qu'ici, il y a un parallélogramme qui apparaît. Ça veut dire un quadrilatère, un polygone à 4 côtés, avec les côtés opposés parallèles 2 à 2. Et à cause de ça, on a que ici, les vecteurs petit c, grand C et les vecteurs BV sont les mêmes. D'accord. Et du coup, si on regarde ici le triangle SB petit c et le triangle SB grand C, eh bien, ils auront aussi exactement la même aire. D'accord. Et ils ont en fait la même base SB et la hauteur ne change pas quand on passe de petit c à grand C. Et en fait, donc on verra par la suite, cette méthode de preuve correspond aussi à une méthode numérique, parce qu'ici on obtient ici une ligne brisée qui approche la trajectoire de la planète. Et la méthode correspondante à ça, il se trouve que c'est justement ce qu'on connaît aujourd'hui comme la méthode d'Euler symplectique, la méthode qui marchait bien dans la première simulation que j'ai montrée. Maintenant, je remontre ici ma formule un petit peu horrible pour décrire avec une équation différentielle le mouvement des planètes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a ici donc les vecteurs Q sont les positions des planètes. Donc quand on dérive la position, on obtient la vitesse. Et ici, si on dérive encore une fois la vitesse, on obtient l'accélération. Et donc on a ici énoncé comme principe de la dynamique que masse fois l'accélération est égale à la somme des forces exercées sur chacun des corps. Et cette somme des forces, c'est
la constante de gravitation universelle, et ensuite, ici, la force de la loi de gravitation universelle, donc les produits des masses, fois une force attractive. Alors ici, c'est bizarre d'avoir un exposant 3, mais en fait, si on regarde la taille de ce vecteur, c'est bien en 1 sur la distance au carré, parce que ça simplifierait en haut et en bas de la fraction. Donc la force, l'intensité de la force, c'est bien proportionnel à l'inverse de la distance au carré. Et le signe moins ici est pour rappeler que c'est bien attractif. Alors, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle. Je n'ai pas encore expliqué exactement de quoi il retourne. Donc une équation différentielle, c'est une équation qui relie une fonction et plusieurs de ses dérivés. C'est une équation dont l'inconnu n'est pas juste un nombre, mais carrément une fonction. En l'occurrence ici pour le système solaire, les positions au cours du temps et les vitesses ou les quantités de mouvement des planètes au cours du temps. Alors une des premières équations différentielles formulées dans la littérature, ce serait ce qu'on connaît aujourd'hui comme le problème de Beaune. Donc ça date de 1138. En fait, Beaune avait proposé 4 problèmes à Descartes qui venait d'écrire son livre La géométrie. Et celui-là est un des plus célèbres. Alors la question qu'il a posée est la suivante. Peut-on trouver une courbe, ici courbe C en rouge, telle que si on prend la tangente, donc la droite qui épouse au mieux la courbe, ici sans la couper plusieurs fois, la courbe bleue, telle que cette tangente coupe l'axe horizontal à une distance constante d égale 1 par rapport à la verticale du point qu'on regarde, l'abscisse t du point. D'accord. Alors en fait, il se trouve que la hauteur qui apparaît ici correspond exactement à la pente de la tangente. On est en train de demander que la valeur de la fonction représentée par la courbe au point M coïncide avec la pente de la tangente au même point. Donc ça correspond à l'équation différentielle où on cherche une fonction telle que sa dérivée soit égale à elle-même, y' égale y. Et il se trouve que pour ce problème très simple, on connaît une formule explicite. On sait que c'est la fonction exponentielle à un facteur multiplicatif près. On peut toujours multiplier par une constante. On peut prendre 3 fois l'exponentielle, etc. Si on fixe un point en particulier, une condition initiale, on peut déterminer la constante. Alors, je donne ça ici comme exemple de problème dont on a une solution explicite. En général, pour les problèmes concrets, on n'a pas de formule explicite pour calculer la solution, mais on est obligé d'utiliser une méthode numérique. C'est déjà vrai pour le système solaire, où il n'y a pas de formule analytique pour avoir la solution. On est obligé de passer par des méthodes numériques. Alors, quelle méthode numérique on a employée? Donc, comme j'arrive de Genève, je vous présente un billet de francs suisses. Donc c'est un ancien billet de 10 francs qui était en circulation jusque dans les années 2000, donc qui était à l'effigie de Léonard Euler, donc qui est un mathématicien suisse. Et si on retourne le billet, on peut voir quelques-uns des très nombreux apports de l'air, très nombreux apports scientifiques de l'air. Donc vous voyez ici des apports en hydrodynamique avec une turbine qui aurait été construite. Ici vous voyez un réseau de lentilles pour représenter ses contributions en optique. Et ici vous voyez un dessin des planètes du système solaire avec aussi la comète de Halley. Donc là, je me focalise plus sur cette dernière contribution ici en astronomie. Et en fait, la méthode de l'air que je vais vous présenter maintenant a été publiée en 1788 à Saint-Pétersbourg, mais c'était 2 ans après que Euler ait quitté Berlin, où il a écrit son livre sur le calcul intégral. Et donc, si vous regardez la date, en fait, on peut considérer qu'on peut déjà fêter maintenant le 250e anniversaire de la méthode de l'air. Donc, je remercie Gerhard Wanner qui m'a signalé ce fait à Genève. Alors, comment fonctionne la méthode de l'air? Donc, j'écris ici
bon, une équation différentielle où ici, vous pouvez imaginer que le f n'est pas là si on regarde juste y' égale y, et puis si le f est là, ça veut dire que ça peut être n'importe quelle équation différentielle. Alors, l'idée est de revenir à la définition de la dérivée d'une fonction. Hein, donc, on définit la dérivée d'une fonction comme la limite du taux d'accroissement quand on fait tendre ici la taille de l'incrément h vers 0. Hein. Alors, l'idée pour construire la méthode de l'air, c'est de plus faire tendre h vers 0, mais de prendre h fixé petit et d'approcher la dérivée ici par une différence finie du même type. Donc on approche la solution au temps tn par une quantité qu'on note yn, parce qu'on va approcher au temps tn. Donc ici tn c'est n fois un incrément. Tout à l'heure je vous montrais une simulation, on prenait un certain pas de temps h, donc on calcule à intervalles réguliers, comme le faisait Newton où il prenait des impulsions de force à des espacements réguliers. Et donc voilà la méthode de l'air, la méthode la plus simple, où au départ on donne la condition initiale, on connaît y0, et ensuite on calcule une suite par récurrence. Hein, si j'écris, donc je rappelle ici la formule en haut, hein, on peut aussi en quelque sorte résoudre cette équation pour mettre yn plus 1 en fonction de tout le reste. Hein, donc on aurait ici, d'abord on connaît y0, par exemple y0 fixé à 1, puis ensuite on calcule y1 à partir de y0. Donc on a une approximation de la solution ici au temps 1, au temps h. Pardon. Ensuite on calcule y2 en fonction de y1. On a une approximation ici au temps t2 égale 2h. Et on continue ici ainsi de suite. Donc on a ici une approximation en bleu de la solution exacte, ici représentée en rouge. Donc vous voyez ici que les deux courbes ne sont pas identiques. Hein. En fait on commet une erreur d'approximation, hein, une erreur le fait de remplacer la solution continue par une solution à des impulsions de temps. Hein, ça correspond on dit qu'on fait une discrétisation, hein, on est discret par opposition à continu. Et ici, bon, j'ai pris une longueur de pas, alors il se trouve que la longueur de pas est 1,5. Mais si ensuite je fais des pas de plus en plus petits et de plus en plus nombreux, si je diminue ici le pas h, vous voyez ici 2 fois plus de points intermédiaires, vous voyez que la courbe se rapproche, elle devient plus précise. Et si je continue, je raffine encore, hein, vous voyez, on se rapproche de plus en plus, donc on peut même approcher de manière aussi proche qu'on veut la solution exacte. Donc ici, il se trouve que la distance qui sépare la solution exacte de la solution numérique, elle est proportionnelle à h. Il existe aussi après des variantes plus précises, hein, les fameuses méthodes de Runge-Kutta, qui ont été développées au siècle dernier, qui peuvent être d'ordre plus élevés, hein, qui peuvent s'approcher beaucoup plus vite de la solution exacte. Et puis ici, carrément, ici, en raffinant encore, en divisant par 2, à la fin, on distinguerait plus à l'œil nu la solution exacte de la solution numérique. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour notre équation du système solaire? Donc l'équation du système solaire, en fait, si vous vous rappelez, on avait dit dérivée de la position égale la vitesse, donc on aurait ici pas de f, hein. La fonction f serait juste f de p égale p. Et ici, on avait une équation pour la quantité de mouvement qui est reliée à la vitesse, et ici, on aurait ici la somme des forces qui s'appliquent à chaque corps. Et donc, voilà la méthode de l'air explicite écrite avec cette séparation entre position et vitesse ou quantité de mouvement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'air explicite, parce qu'ici, on évalue les fonctions f et g au point Pn et Qn. Donc c'était la première méthode où les planètes spiralaient vers l'extérieur. Alors maintenant, si on fait une petite variante de cette méthode, où à la place d'écrire Pn et Qn, j'écris ici Pn plus 1 et Qn plus 1, on obtient la méthode de l'air implicite. Alors elle est implicite parce qu'en général, on a un système implicite à résoudre, mais il existe des méthodes ad hoc pour faire ce genre de choses. Quand on faisait ça, on avait un comportement où les planètes spiralent vers l'intérieur, hein, donc était à nouveau complètement faux. Et donc l'idée, pour faire une bonne méthode numérique, c'est de faire un compromis entre les deux. L'une faisait spiraler vers l'extérieur, l'autre faisait spiraler vers l'intérieur. Donc si on mélange les deux idées, où on mettrait un plus 1 uniquement d'un seul côté, hein, en quelque sorte, on est implicite que d'un seul côté,
on obtient la méthode de l'aire symplectique. Alors si vous regardez cette méthode de l'aire symplectique, en fait, elle est plus implicite parce que quand on connaît la solution au temps Tn, donc on connaît Pn et Qn, on peut calculer Qn plus 1 explicitement, on peut résoudre directement cette équation. Et une fois qu'on connaît Qn plus 1, eh ben on peut calculer Pn plus 1. Et donc cette méthode correspond exactement à la preuve de Newton que je vous ai montrée, où on fait alternativement bouger la position et la vitesse ne change pas. C'est quand on passait du point A au point B, le premier déplacement rectiligne. Et ensuite, on change uniquement la vitesse, la quantité de mouvement, et la position ne change pas. Et ensuite, on change à nouveau la position, etc. Il y a aussi d'autres interprétations de cette manière de faire. Des fois, on parle de méthode de splitting, une méthode de séparation en plusieurs parties d'un problème. Et on peut démontrer mathématiquement que une méthode symplectique préserve bien l'énergie du système sur des temps très longs. Donc si je reviens ici sur ma simulation du système solaire, donc qui a continué pendant que je parlais. Donc ici en temps terrestre, vous voyez, on a déjà fait presque 3 millions de jours. Les planètes sont toujours bien sur leur orbite. Et si vous regardez ici l'erreur dans l'énergie, vous voyez qu'elle n'est pas exactement 0. Elle serait 0 pour la solution exacte. Ici, elle n'est pas 0, mais elle reste petite au cours du temps. D'accord ? Alors que, encore une fois, si je prenais la méthode de l'aire explicite, vous pouvez voir que les planètes spiralent vers l'extérieur et vous avez ici l'énergie qui croît au cours du temps, qui croît proportionnellement au temps. On dit qu'il y a une croissance linéaire au cours du temps. Ça explique aussi pourquoi on a un comportement complètement faux. Alors que si vous prenez la méthode de l'aire implicite, vous avez une décroissance de l'énergie au cours du temps. Alors, ce genre de comportement, croissance, décroissance, etc., on peut la calculer facilement sur un modèle très simplifié où on prendrait ce qu'on appelle des fois le modèle des ressorts ou l'oscillateur harmonique. On peut faire un calcul explicite. Donc, je vous donnerai quelques références à la fin, vous pouvez trouver ça. Alors, je précise aussi que ces simulations du système solaire sont reliées aussi à d'autres questions très profondes. Donc, peu de temps après que Newton ait proposé la loi de gravitation universelle, il y a beaucoup de mathématiciens qui se sont posé la question est-ce que les planètes vont continuer à tourner de manière stable, de manière harmonieuse comme elles le font toujours ? Et il y a même le roi Oscar II de Suède qui a proposé un prix à celui qui démontrerait la stabilité du système solaire. Et d'ailleurs, Henri Poincaré a gagné le prix, même si en fait il n'a pas vraiment résolu le problème, mais il a quand même été à l'origine de la théorie des systèmes dynamiques, qui a ensuite donné naissance à la théorie de Kolmogorov, Arnold, Liouville, qui permet d'étudier la persistance des mouvements quasi-périodiques sous des petites perturbations. Et en fait, c'est beaucoup plus tard, en 1989, où l'astronome Jacques Lascar et ses collaborateurs à l'Observatoire de Paris a démontré que le système solaire est chaotique, donc finalement pas stable. Chaotique, ça veut dire que si on fait une petite perturbation sur les positions des planètes et qu'on regarde l'évolution au cours du temps, cette perturbation va être amplifiée. Typiquement, tous les 10 millions d'années, l'erreur est amplifiée par un facteur 10. Donc ça veut dire qu'en pratique, on ne peut pas calculer l'évolution du système solaire sur plus d'une centaine de millions d'années en utilisant un modèle de trajectoire. Mais bon, ça permet quand même de remonter à l'époque des dinosaures. D'ailleurs, ils avaient pu émettre une hypothèse que peut-être la disparition des dinosaures serait plus ancienne que pensé initialement. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pu faire ça? C'est parce qu'en fait, les simulations d'évolution du système solaire permettent aussi de faire des échelles de datation géologique. En fait, la position des planètes dans l'espace influence la manière dont les sédiments se déposent au fond des océans et partout. Et en comparant le mouvement des planètes avec la manière dont les sédiments sont déposés, on peut faire des datations géologiques où si on prélève une carotte dans la Terre, on peut deviner
quelle portion de sédiment date de quelle période, etc. Il y avait aussi quelques calculs récents de Jacques Lascar et son équipe où ils ont montré que des collisions de planètes seraient possibles dans les 5 prochains milliards d'années, qui correspond à la durée de vie qui reste au Soleil. Le Soleil est à peu près à la moitié de sa vie. Donc voilà pour ce mouvement des planètes du système solaire. Et encore une fois, ici, vous voyez la force d'attraction entre les corps et une force proportionnelle à l'inverse de la distance au carré. Donc je vous présente ici la fonction inverse de la distance au carré en fonction de la distance d. Donc c'est une force qui est toujours attractive. Maintenant, j'aimerais vous montrer que le même genre de méthode peut aussi être utilisé pour modéliser l'évolution au cours du temps de la matière à l'échelle moléculaire. Et pour ça, il y a un autre modèle, donc aussi un modèle à plusieurs corps, où on utilise une autre force d'interaction. On dit que ici c'est le potentiel d'interaction de Lennard-Jones. Ici, je remplace ici 1 sur d carré par une différence entre un terme attractif en 1 sur d puissance 7, donc c'est un terme attractif qui est beaucoup plus faible que l'attraction gravitationnelle en 1 sur d carré, et un terme répulsif qui dit que les atomes ou les molécules ne peuvent pas trop s'approcher. On dit que c'est le principe de Pauli, où les nuages d'électrons des atomes ne peuvent pas s'interpénétrer. Et pour ce genre de problème, on peut aussi comparer les méthodes de l'air explicite, implicite et symplectique. Donc je commence par une méthode qui fonctionne bien, une méthode symplectique. Moi, je trouve ici c'est une variante de la méthode de l'air symplectique. Donc au départ, j'ai placé 100 molécules sur une grille 10 x 10 et on regarde l'évolution au cours du temps avec ce potentiel de Lennard-Jones. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elles essayent d'équilibrer les forces d'attraction et de répulsion, et il se trouve que ces deux forces s'équilibrent quand elles sont à une distance 1. Donc ici, je représente une ligne quand elle s'approche à une distance plus petite que 1,2 pour mieux voir ce qui se passe. Et vous pouvez voir qu'elles essayent d'équilibrer ces forces, et on obtient ici une structure caractéristique, ici, avec une sorte de réseau hexagonal, vous voyez, où elles oscillent autour de leur position. Et vous voyez, à nouveau, on a une erreur d'approximation dans l'énergie qui n'est pas zéro, mais qui reste petite au cours du temps. Et si je fais la même chose avec la méthode de l'air explicite, alors sur des temps d'approximation courts, en quelque sorte, tout se passe de manière très similaire. On a envie de dire que tout va bien, même si en fait on voit déjà qu'il y a une erreur dans l'énergie qui commence à devenir de plus en plus grande. Et si on attend un petit peu, ou ici je vais juste accélérer un tout petit peu le temps pour voir plus rapidement ce qui se passe, ou même beaucoup plus. Vous voyez que en fait, l'énergie croît de manière dramatique. Ici, elle a même explosé, donc on a tout fait sauter. En fait, ici, l'énergie est reliée à la température. Donc on a à nouveau un comportement complètement incorrect. Si on faisait la même chose avec la méthode de l'air implicite, et puis que je remets ici le temps à vitesse normale, en fait, le système devient complètement, en quelque sorte, gelé. Les particules ne bougent presque plus. Donc c'est un autre exemple où c'est une bonne idée d'utiliser une bonne méthode numérique, c'est une bonne méthode géométrique qui préserve l'énergie du système. Donc les modèles que je vous ai présentés, c'est des modèles, on dit, déterministes. Ça veut dire que, étant donné les conditions initiales, il y a une seule évolution possible. Mais il se trouve que si on regarde les simulations typiques qu'on sait faire avec les ordinateurs actuels, on peut simuler entre, mettons, 1000 et 1 milliard de particules. Mais si vous regardez le nombre de molécules dans un verre d'eau, c'est plutôt, on dit le nombre d'Avogadro, 10 puissance 23, ce serait 1 et 23 zéros. Donc on n'arrive pas à simuler assez de molécules pour être réaliste. Et alors pour être réaliste, il faut enrichir les modèles.
Et une manière de faire ça, c'est de considérer des modèles aléatoires. C'est un des grands sujets de ce trimestre. Et donc pour ça, on utilise le mouvement brownien. Alors le mouvement brownien a une longue histoire, mais on dit souvent que ça a commencé par les observations du botaniste Brown, qui regardait le mouvement erratique de particules à l'intérieur de graines de pollen. Alors il y avait aussi eu des observations antérieures, mais il l'avait vraiment décrit de manière très précise. Et en fait, en 1905, Albert Einstein a proposé une description avec un point de vue mathématique, une description quantitative de ce mouvement brownien, où il proposait aussi une méthodologie théorique pour essayer de calculer ce nombre d'Avogadro, trouver le nombre de molécules dans une quantité donnée de matière. Et Jean Perrin a mis en œuvre ce programme et a trouvé une estimation du nombre d'Avogadro, ce qui lui a d'ailleurs valu le prix Nobel en 1926. Et vous allez... Bon, je ne veux pas détailler tout, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs pour décrire les cheminements de ces constructions mathématiques et physiques. Mais il se trouve que le mouvement brownien, donc je vais vous montrer de quoi il s'agit en dimension 2. Donc je prends ici une particule, et en fait, en général, les particules ne sont pas dans le vide, mais elles subissent des chocs du milieu ambiant où elles sont. Par exemple, on aura des molécules qui sont diluées dans une certaine solution, etc. Donc, elles subissent presque une infinité de chocs au cours du temps. Alors ici, ce que je vous représente ici, c'est une approximation du mouvement brownien, où en fait la particule fait des petits sauts qui sont des variables aléatoires, donc sur le variable gaussienne, avec ici une variance très petite, 0,001, et puis une moyenne 0. Donc le déplacement moyen de la particule en fait est normalement nul, donc ça l'empêche de s'éloigner trop rapidement. Et vous voyez qu'on a un mouvement qui en est très erratique et surtout très très irrégulier. Il se trouve qu'on peut démontrer que la trajectoire ici est avec probabilité 1 dérivable nulle part. D'accord ? D'ailleurs, il y avait une citation célèbre de Jean Perrin qui disait que ces fonctions continues dérivables nulle part, qui a priori est une curiosité mathématique, trouvent finalement une application directe pour étudier le mouvement des particules. Alors si à la place de prendre une seule particule, j'en considère beaucoup plus, par exemple 1000, et puis je les fais évoluer tout indépendamment. Vous voyez déjà ce mouvement erratique individuel devient moins erratique quand on regarde globalement. On voit que les particules s'étalent, on dit qu'elles se diffusent. Et il se trouve qu'ici, la vitesse à laquelle elles s'étalent est proportionnelle à la racine carrée du temps écoulé. Donc ça correspondrait à ce genre de dessin que vous voyez, ça correspond en fait à ce qu'on peut voir parfois au microscope si on regarde à l'intérieur des fameuses graines de pollen de Brown. Et donc voilà un exemple de modèle d'équation différentielle stochastique, donc qui est encore très étudié pour ses propriétés mathématiques, et aussi parce qu'il représente fidèlement un certain nombre de situations du monde réel. Donc, vous voyez ici, si on regardait uniquement le terme en bleu ici, on aurait juste le modèle déterministe du même type que ce que je vous ai présenté avant, où on avait les molécules avec le potentiel de Lennard-Jones, par exemple. Et maintenant, on va rajouter ici deux forces qui s'exercent sur les particules. La première force, ici en vert, on dit que c'est un terme de friction, un terme de frottement. C'est ce qui vous ralentit quand vous nagez dans l'eau, par exemple. Donc c'est proportionnel à la vitesse. Et la deuxième force ici, c'est ce qu'on appelle une diffusion moléculaire. C'est une force aléatoire. On dit que c'est une force de type bruit blanc.
Et une manière de l'obtenir mathématiquement, c'est de prendre la dérivée formellement de ce mouvement brownien. Donc ça veut dire que ici, on ajoute la dérivée de ce mouvement brownien qui correspond aux trajectoires que je vous ai montrées tout à l'heure. Je vous ai montré tout à l'heure qu'elles étaient dérivables nulle part. Donc normalement, il ne faudrait surtout pas écrire W' alors que la dérivée n'existe pas. Mais il existe néanmoins une manière rigoureuse d'écrire cette équation pour donner un sens rigoureux à cette équation où l'idée c'est, plutôt que de travailler avec des dérivés, on va considérer des intégrales partout et on va manipuler des intégrales. On peut démontrer que si on sait intégrer, on saura aussi dériver. Donc c'est tout le cheminement après du calcul intégral, du calcul d'Ito. Et alors, avec ce genre de modèle, on peut faire des calculs assez étonnants. On peut approcher des intégrales en très grande dimension. Donc si on imagine qu'on a 1 million de particules dans l'espace en dimension 3 et qu'on s'intéresse à calculer une certaine quantité comme la température moyenne, on serait en train de calculer ici une intégrale en dimension 3 millions. Donc pour ça, on ne peut pas utiliser une méthode standard déterministe où on découpe l'espace en petits carrés parce qu'il y a beaucoup trop de dimensions, ce serait beaucoup trop coûteux. On n'aurait pas d'ordinateur assez puissant pour ça. Mais on peut montrer que cette intégrale peut être rendue égale en fait à la moyenne de la trajectoire aléatoire de l'équation différentielle stochastique que je vous ai montrée. Donc ça, si je reviens en arrière ici, ça c'est une équation différentielle stochastique, puisque les solutions sont elles-mêmes des fonctions aléatoires. Alors je vous donne ici un exemple en dimension 2, même si ce genre de calcul est intéressant en pratique dans le cadre moléculaire, plutôt en très grande dimension. On aimerait avoir beaucoup de particules. Donc ce que je vous représente ici, les lignes ici en arrière-plan se correspondent en fait aux lignes de niveau du potentiel d'interaction. Ce sont les lignes où l'énergie associée à l'interaction est constante. Donc ici, on a plusieurs trous, et puis ici, on a un maximum local. Et voilà ce qui se passe si on regarde le mouvement de la particule. Donc à nouveau, on a un mouvement qui semble complètement erratique. La particule, en quelque sorte, se balade. D'accord ? Mais si maintenant on regarde sur un temps très très long, donc je représente ici un petit point rouge quand la particule s'arrête, vous pouvez voir que la particule suit en fait la géométrie correspondant au potentiel considéré. Donc ça c'est la propriété, on dit d'ergodicité. Ça veut dire que la moyenne de la trajectoire permet de retrouver l'intégrale qui peut être en grande dimension, donc ici seulement en dimension 2, pour ce qu'on appelle une mesure invariante. Je peux revenir ici à la vitesse normale. Et on peut aussi le voir si on considère beaucoup de particules qui évoluent indépendamment. Je démarre ici d'une certaine position initiale. Et vous pouvez voir qu'au bout d'un temps, alors qu'on peut démontrer très court, exponentiellement court, les particules s'étalent et d'une manière qui respecte la géométrie du problème. Vous voyez qu'elles sont plus nombreuses là où il y a des grands trous et moins nombreuses là où il n'y a pas de trous. Donc c'est aussi une propriété d'ergodicité. Donc ça correspondrait ici au potentiel que j'ai... Enfin, ici, ce que j'ai représenté ici, c'est la densité de probabilité associée au potentiel. Donc c'est exponentielle moins V. Si vous voulez représenter V, vous auriez la même chose, mais avec des trous vers le bas pour le potentiel. Voilà, donc évidemment, ici, je vous ai donné seulement un aperçu du genre de phénomènes qui peuvent se produire. J'aurais aimé pouvoir vous en dire plus, mais disons comme première conclusion, c'est qu'il reste en fait énormément de travail pour les mathématiciens parce que pour l'instant, on n'arrive pas
à simuler un nombre de particules qui correspond à la réalité. Donc on est obligé de considérer toujours des modèles plus complexes, des modèles plus riches, mais aussi et surtout des méthodes numériques de plus en plus efficaces et précises pour approcher ces solutions. Et très souvent, on gagne beaucoup plus en réfléchissant à une meilleure méthode numérique qu'en achetant un ordinateur plus cher, plus puissant, même si je pense qu'il faut quand même garder les deux. Il ne faut pas couper les crédits d'achat des ordinateurs. Alors, les expériences numériques jouent aussi un rôle central. D'une part, elles remplacent des expériences coûteuses ou infaisables, mais elles peuvent aussi inspirer de nouvelles théories. Par exemple, une équipe de chercheurs à Caltech, l'Institut de technologie en Californie, a annoncé l'existence possible d'une 9e planète dans le système solaire. Et cette existence possible repose pour l'instant uniquement sur des calculs et pas sur l'observation. Ils ont remarqué qu'il y a une discordance entre les observations du mouvement des planètes connues et ce que prédisent les modèles. Et donc ça permet d'envisager la présence d'une telle planète, alors qui serait située de manière très lointaine, on dit entre 10 et 40 fois la planète la plus lointaine du système solaire. Et donc, mais pour l'instant, son existence n'est pas confirmée, elle n'a pas été observée. Et donc pour ça, les mathématiques appliquées et l'analyse numérique sont utiles pour choisir et développer des méthodes numériques, donc efficaces mais surtout fiables pour être sûr qu'elles donnent une solution correcte. Alors, ce que je vous ai présenté est très inspiré d'une note de vulgarisation scientifique qu'on a écrite pour l'Institut Oberwolfach en Allemagne. Donc c'est écrit en anglais, mais il y a un certain nombre de références aussi que vous pouvez regarder. Et il existe une version antérieure rédigée en français qui est éditée par la revue en ligne Interstice de l'INRIA. Et dans ces références, donc, vous trouvez dans une certaine bibliographie, si vous voulez en savoir plus, et aussi des exemples de codes numériques donc, qui sont rédigés avec le logiciel gratuit Scilab, où vous pouvez simuler à votre tour l'évolution du système solaire. Et ici, dans ce dernier article, on propose aussi une simulation pour le système Soleil-Terre-Lune, où on utilise les conditions initiales qu'on peut trouver avec l'observatoire virtuel qu'on trouve sur le site internet de l'Observatoire de Paris. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu convaincu et je vous remercie pour votre présence et votre attention.